Bienvenue dans ce deuxième épisode de Tout pour la culture. Aujourd'hui, on va vous montrer 2-3 lieux insoupçonnés, remplis d'art ou d'histoire dissimulés dans les rues de Paris. On sait qu'on a de la chance et qu'on est quand même dans une ville où la culture se trouve à peu près à tous les coins de rue. Mais bon, on fait pas les bâtards, on partage. Alors cette idée, elle remonte aussi à plusieurs années. Fin d'été 2024, Laura et moi, on était seuls dans Paris. On errait un peu dans les rues désertes et on s'est retrouvés ici. On est dans le 5e arrondissement, aux arènes de Lutèce, dans un amphithéâtre gallo-romain construit entre le 1er et 2e siècle pendant la période du Haut-Empire. Ces arènes portent encore l'ancien nom de la capitale, du moins de la forme francisée utilisée par les Romains, Lutetia Parisiorum. Ici même, il y a quelques millénaires, prenaient place des combats de gladiateurs et des représentations théâtrales. En faisant des recherches sur ce lieu, on a aussi appris qu'il était inspiré de l'architecture gallo-romaine et de l'Afrique romaine. Et pour ceux qui l'apprennent comme nous, l'Afrique romaine, c'est le Maghreb actuel. Ça regroupait différents peuples, notamment des tribus, nomades pour la plupart. Nous, on est posé là, normal, il y a 2000 ans, il se l'a fouté. Ce jour-là, on a continué de se balader et on a trouvé un autre farfouillis de culture. On a fini dans cette petite boutique juste à ma gauche. On a passé quelques heures avec un vrai passionné d'art qui nous a profondément marqués. Dans une ville où tout bouge aussi vite que Paris, certains s'efforcent à préserver quelques bouts d'histoire. Une petite boutique qui en surface n'a l'air de rien. Mais en poussant quelques étagères, un escalier en colimaçon apparaît et prend place un petit monde rempli d'affiches et d'histoires. On a voulu y retourner aujourd'hui pour l'interviewer et la première question qu'on lui a posée, c'est si cette culture est arrivée tôt dans sa vie. Ah non, c'est arrivé tardivement. Je suis un ancien scientifique qui a mal tourné pour la science. Donc moi, l'art, c'était pas du tout mon univers. Étant plutôt cartésien qu'artistique, j'ai un jeune frère qui est artiste peintre. Donc lui, entre guillemets, l'art était toujours présent depuis sa tendre enfance. Peut-être que justement, ce côté un peu scientifique m'a poussé à essayer de comprendre le processus créatif. Quand je suis arrivé dans cet univers, il y a 18 ans, je me suis dit déjà, pourquoi pas ? Je suis curieux d'image, mais essayer d'aller au-delà d'image. C'est-à-dire que comment un ou une artiste va avoir en lui ou en elle une idée, un sentiment, une sensation auquel va vouloir exprimer par l'intermédiaire de son médium, quel que soit le médium. Le dessin, la photographie, la sculpture, l'architecture. Donc pour moi, tout est commun au début. Et trouver la formule magique qui me permettra peut-être d'un jour de pouvoir créer quelque chose. Ça, j'y croyais pas vraiment. Mais par contre, essayer de comprendre, voilà, comment fonctionne un artiste. Un psychanalyste dirait juste que j'essaie de comprendre mon frère, et il n'aurait pas tort. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Essayer de comprendre, de vouloir comprendre. Parce que souvent on me dit, alors vous avez trouvé ? Je dis non, mais c'est pas grave. La solution en elle-même n'est pas importante. Mais par contre, le cheminement qui me permet toujours d'avancer, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi très personnel, j'essaie de satisfaire ma propre curiosité. Mais comme je ne suis pas collectionneur, je n'ai jamais été, j'ai jamais rien collectionné de ma vie, en fin de compte, ce lieu est un lieu de partage. Je découvre des choses, j'en profite, et puis je suis très content quand ça s'en va avec quelqu'un d'autre. Parce que voilà, l'histoire du livre, l'histoire de l'affiche va continuer avec quelqu'un d'autre. Et en partant, moi, ça me fait une place de libre pour mettre autre chose et pour continuer ma recherche. En fin de compte, je suis dans une quête perpétuelle. C'est pour ça que quand les gens me demandent en quoi je suis spécialisé au sein de la librairie, je réponds, ça dépend des jours. Tous les jours, je me choisis un sujet différent de la veille. Mais le fil directeur sera toujours le caractère graphique d'un sujet. C'est pour ça qu'ici, je donne plus un esprit cabinet de curiosité autour de l'image que librairie spécialisée. Non, il n'y a rien d'obligatoire. C'est franchement au contraire. Si c'est obligatoire, déjà ça met un frein, quoi. Au contraire, la culture, il faut qu'elle soit ouverte. Il faut intéresser et intriguer les gens. Même les petits, mais surtout pas les forcer. Si on essaie de lui faire des... Tu sais, des fois il y a des choses cachées, peut-être que tu arriveras à les trouver. Ah, style un côté un peu jeu, je peux trouver des choses, je peux découvrir des choses. Voilà. Mais là, c'est plus par rapport à mon rapport personnel. J'associe la culture à la curiosité. Le plaisir de découvrir quelque chose. Des fois, on est prêt, des fois, on n'est pas encore prêt. Des fois, on a les outils pour comprendre. Des fois, on n'a pas les outils, mais c'est pas grave. On me dit, est-ce que t'aimes ce dessin, ce tableau ? C'est pas une question d'aimer. C'est, est-ce que ça me parle ? Est-ce que ça me touche ? Si oui, c'est parce que j'ai les outils pour qu'il y ait une connexion entre les deux. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Je n'ai pas la connexion à l'instant T, quoi. Combien, je ne sais pas. Il y en a un certain nombre, mais j'ai jamais voulu compter. Parce que
c'est pas le chiffre qui m'intéresse. Et comment ça a commencé? Toujours par des rencontres. Tout ce que vous avez au sein de la librairie, les livres, les affiches, les photos, tout ça provient de rencontres avec des personnes que je caractérise d'exceptionnelles, extraordinaires. C'est des gens que vous les croisez dans la rue, si vous ne leur adressez pas la parole, vous ne connaissez pas leur parcours de vie, vous ne savez pas ce qu'elles ont vécu et tout. Les affiches, ça a commencé au cours d'un voyage aux États-Unis, en rencontrant certaines personnes, certains anciens hippies, justement, qui ont vécu cette époque-là et qui ont eu la présence d'esprit ou aussi le plaisir de collectionner, parce que ce sont eux qui ont collectionné, qui ont préservé tous ces documents. Et la vie est faite de rencontres, en fin de compte. Alors là, je vais citer sûrement Paul Éluard, comme qui disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc en fin de compte, c'est ça. Tout ce que vous avez au sein de la librairie ne sont que le résultat de rencontres. Et en rencontrant les gens, ça me permet d'obtenir les objets, de pouvoir leur acheter les objets, mais surtout la plupart du temps, d'avoir des histoires autour des objets. Et c'est pour ça que tout ce que vous avez ici, je les considère comme des pièces d'histoire qui ont plein d'histoires à raconter. Je le vois quand je parle avec des clients, ou même des gens de province qui viennent ici, quand ils voient, pas uniquement la librairie, mais tout ce qu'il y a autour, ils disent, ah ouais, nous on n'a pas ça nous, dans notre ville ou dans notre village, etc. Donc c'est vrai que peut-être je peux paraître blasé en me disant que ça doit être comme ça partout. Non, c'est peut-être pas partout comme ça. Bon, ils ont d'autres, à mon avis, d'autres qualités dans leur ville et dans leur village, il n'y a rien à dire. En 2024, quand on était passé dans votre magasin, vous nous aviez dit une phrase qui nous a marqué, il faut s'émerveiller de l'évidence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette phrase? Alors, je me souviens absolument pas d'avoir dit ça. J'étais sous l'inspiration. l'emprise psychédélique de mes affiches et des fois ça me rend poète sans le savoir. Donc, comme disait Auch, on fait de la prose sans le savoir, moi j'ai fait de la poésie sans le savoir. Bon, je devais être inspiré justement Bien ce sûr. jour-là. Avant de rentrer, on voulait vous montrer quelque chose, l'élément tout à fait opportun pour montrer l'aspect artistique de cette ville lumière qu'on aime tant. Pour vous le montrer, on n'a pas trop besoin de se déplacer. On est au plus vieux pont en pierre de Paris, construit en 1578. On a eu de la chance, le tournage tombe à pic, puisqu'est actuellement en construction une œuvre d'art monumentale de JR. Vous pourrez la visiter à partir du 6 juin jusqu'au 18, et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La caverne du Pont-Neuf. Et qui est la plus grande œuvre immersive au monde. 120 mètres de long, 20 mètres de large et 12 à 18 mètres de hauteur. Une structure gonflable où l'air viendra remplir 80 arches structurelles en toile. L'œuvre en hommage à The Pont-Neuf Wrapped de Christo et Jeanne-Claude qui a célébré son 40e anniversaire en 2025. À l'époque, les deux artistes réalisent un projet complètement fou, emballer le Pont-Neuf. Alors pendant 2 semaines, le monument disparaît sous un immense tissu doré. Une œuvre éphémère qui pousse les Parisiens à regarder un lieu qu'ils croyaient connaître sous un tout nouvel angle. Pour l'instant, aucune certitude sur comment tout ça va être recyclé, seulement des suggestions. Réemploi pour une nouvelle exposition, pour une nouvelle structure gonflable, ou encore un recyclage complet par la filière du textile. Selon JR, l'art est une transformation et un moyen de renouveler la façon dont nous regardons le monde qui nous entoure. Photographe et street artiste français, il est connu pour ses immenses portraits en noir et blanc, collés sur des bâtiments, des monuments ou dans l'espace public. Son objectif ? Rendre visibles celles et ceux qu'on ne regarde pas toujours ou pas assez. Pendant qu'on est encore sur les quais, on voulait vous montrer une autre partie culturelle de la ville, ces petites boîtes vertes. La plupart des Parisiens passent ici de manière quotidienne sans les voir et on oublie souvent qu'elles font partie du paysage parisien depuis plus de 400 ans. À l'origine, au XVIe siècle, ce ne sont pas des boutiques fixes, mais des colporteurs et des étaleurs qui transportent et exposent des livres sur les quais autour du Pont-Neuf. Ils vendent des ouvrages souvent moins chers que ceux des librairies traditionnelles, rendant la lecture accessible à un public plus large. Ces premiers vendeurs étaient souvent mal vus par les librairies officielles, car ils y vendaient des livres d'occasion, mais aussi des pamphlets politiques ou des textes jugés dérangeants. Et malgré plusieurs tentatives pour les faire disparaître, ils ont fini par s'imposer comme une véritable institution parisienne. J'ai trop envie de faire pipi. Non, j'ai bien gentil, mais je te mens pas, on va attendre la maison. Non, la vérité là, j'ai trop envie de faire pipi. Moi, je vais me faire pipi dessus. Alors vas-y, en vrai, chez on va aller. On est allé au lavatory des toilettes publiques sous la Madeleine. Initialement mis en service en 1905, elles ont été rouvertes en 2023 après de très longues rénovations. Elles ont été modernisées mais sont toujours restées fidèles au style Art Nouveau d'antan. Tout ça pour la modique somme de 2 €. De balles, ça fait cher la pause pipi, mais au moins elle arrêtera de me casser les couilles. Construit par les établissements Porcher, il est considéré comme le premier lavatory souterrain de ce type en France.
Ces toilettes, c'est mon daron qui me les a montrées. Pourquoi? Parce qu'il est fan d'art nouveau, d'architecture, de mobilier, d'antiquité. Le bon vieux Steve, un personnage que vous apprendrez aussi à connaître. Fortement inspiré des toilettes publiques londoniennes, il servait aussi de vitrine du savoir-faire français. En descendant ces escaliers, on découvre un décor art nouveau exceptionnel, mosaïques, vitraux, céramiques et boiseries en acajou. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, bonne journée. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette petite balade dans Paris. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Tout pour la culture.